Yomi, il a su voir les belles opportunités, il les a saisies, il les a fait au bon moment. En 2007-2008, Facebook n'existait pas, enfin, c'était les débuts. Marc était encore dans sa chambre d'étudiant à Harvard, en train de développer peut-être l'application à l'époque. On est parti confiant en disant bah voilà, on sait comment faire beaucoup d'argent. Et en fait, quand on n'est plus dans le nid, on n'arrive pas à se payer plus qu'un SMIC. Faites attention aux agents avec qui vous travaillez, sachez avec qui vous travaillez. Vous fiez pas simplement à un pseudo sur Skype. Il y a ce truc où quand tu es obsédé par quelque chose, peu importe les barrières, tu contournes, etc. Il faut être obsédé. Si tu n'es pas obsédé, c'est pas fait pour toi. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors des clous, petit épisode où nous sommes que deux et on va parler d'un sujet qui est très important aujourd'hui, un sujet qui passionne, un sujet qui inquiète, un sujet qui est comment quitter son job et devenir riche grâce au e-commerce. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est finalement le bon plan de tout plaquer pour démarrer son parcours entrepreneurial? On va essayer, toi et moi, de traiter ce sujet toujours dans la bonne humeur et en essayant de se fier à nos expériences personnelles, mais pas que, pour aiguiller les spectateurs qui peut-être se posent la question de est-ce qu'il faut quitter son job? Est-ce qu'il faut tout risquer pour essayer de devenir riche et libre financièrement grâce au e-commerce? Ou est-ce qu'au contraire, il faut être prudent? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? C'est la question qu'on va essayer. C'est souvent plus compliqué que ça. C'est souvent plus compliqué que ça. Et je propose qu'on commence par raconter rapidement nos expériences personnelles avec le e-commerce. Est-ce que nous avons fait ça? Est-ce que nous avons tout plaqué? Romain, à toi le mic. Est-ce que tu as tout plaqué pour te lancer dans le e-commerce? Alors déjà, bonjour à tous, puisque j'ai pas l'occasion de dire bonjour, étant donné que tu tiens le crachoir. Je pars en monologue direct, là. Ouais, c'est pas... J'arrivais pas à en placer une. Alors tout plaqué, alors non, j'ai pas vraiment tout plaqué. J'ai une expérience qui fait que j'ai déjà quelques années derrière moi dans le e-commerce, même si c'était du e-commerce qui était assez différent, puisqu'on parle d'une activité avec un magasin physique dans lequel on faisait du e-commerce et on vendait alors j'en ai déjà parlé, des produits très lourds, comme des chaudières, des climatisations, vraiment des produits de chauffage et climatisation. C'était juste une petite niche qui existait à l'époque, puisqu'on avait trouvé le moyen d'aller chercher directement dans les usines avec mon précédent associé des produits qui étaient en déstockage d'usine. Donc en fait, on négociait des lots, simplement produits qui étaient là. Un stock, ça coûte cher en général pour les marques, donc qui sont contents de se débarrasser. Des produits qui étaient un petit peu abîmés, mais toujours fonctionnels, donc un petit coup par-ci, un petit coup par-là, donc qui ne pouvaient plus le vendre. Donc voilà, donc c'était déjà, on a fait ça je crois en 2002, on a commencé en 2006-2007 dans ces eaux-là. Jusqu'en 2014, on s'est séparés avec mon associé. Et là, c'est vrai qu'il y a une période de vache maigre. J'en ai déjà parlé aussi souvent dans différentes vidéos dans lesquelles j'étais invité. C'est que j'étais vraiment, en fait, donc, j'avais mis les mains dans le cambouis. C'est-à-dire j'avais appris le e-commerce à une époque. Il faut revenir en arrière, 2007-2008. Ouais, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Facebook n'existait pas. Enfin, c'était les débuts. Marc était encore dans sa chambre d'étudiant à Harvard, en train de développer peut-être l'application à l'époque. C'est pas lui qui développait, je crois. C'est pas lui qui développait, peut-être, effectivement. Il avait piqué l'idée, d'ailleurs. Ah si, non, autant pour moi, c'était pas son idée, mais c'est lui qui développait. Ouais, c'est pas son idée de base, mais c'est lui qui avait développé. Donc, il n'y avait pas encore de Meta Ads. Il y avait déjà du Google Ads à l'époque, mais beaucoup moins performant qu'aujourd'hui. Forcément. Évidemment. Donc, c'était vraiment des stratégies plutôt organiques. Donc, j'ai appris un peu tout ça, les mains dans le cambouis, mais pas du tout à un niveau comme le tien, par exemple, mais suffisamment à l'époque. Encore une fois, c'était la préhistoire par rapport à l'époque d'aujourd'hui, pour faire beaucoup de ventes. Et puis surtout, on a fait des ventes sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, ça cartonnait, mais ça cartonnait. Ouais, les gens venaient à l'âge d'or du Bon Coin. C'est pas vraiment du commerce électronique, parce qu'en fait, les gens, en général, sur Le Bon Coin, ne passaient pas commande. On mettait des annonces et les gens, ils venaient. On avait par exemple des chauffagistes qui louaient une grande remorque et les mecs, ils faisaient 800 bornes depuis Bordeaux, par exemple, tu vois, pour repartir avec 10 clims. Tu vois, c'était des trucs, voilà. Mais c'était une époque où j'ai appris beaucoup, malgré tout, tu vois, justement, sur le référencement, sur le SEO, sur le principe, sur l'e-commerce, sur la logistique, parce qu'on expédiait avec plusieurs transporteurs, mais c'était toujours des produits qui étaient issus de l'Europe. On allait chercher ces produits en Allemagne, en Espagne, des poêles à bois en Espagne, etc. Et on se faisait livrer, et puis ensuite, on envoyait ces produits aussi. On a fait des envois groupés au Canada, en Angleterre, des choses intéressantes de mettre les mains là-dedans, dans un domaine que je connaissais finalement assez peu, et d'avoir développé nous-mêmes ce e-commerce, c'était vraiment chouette. Et au bout d'un an à peu près, au départ, on vendait ça donc en local, avec des petites annonces, tu vois, genre dans le 62, alors c'était les journaux gratuits. Tu avais le Galibo, donc pour ceux qui sont du Nord, qui connaissent, vous savez très bien ce que c'est. Donc on mettait des annonces papier, tu vois, c'était vraiment notre époque. Puis après, on s'est dit, tiens, et si on faisait Internet, on va faire notre site, etc. Et puis en fait, au bout d'un an, les ventes faites sur le site
où les gens pouvaient payer avec, il n'y avait pas Stripe, etc. C'était Crédit Agricole, là, un petit module de paiement très complexe à installer. Je ne dis pas, j'avais bien galéré pour faire ça. Tu m'étonnes. Mais n'empêche que c'était très intéressant malgré tout quand même, comme époque, et très rentable. Au bout d'un an, on faisait 2 fois plus de recettes en e-commerce que dans la boutique, et ça a été exponentiel. On a gagné vraiment beaucoup d'argent à cette époque-là. Et en 2014, on se sépare amicalement. Chacun reprend ses parts. Des concurrents sont arrivés, c'est-à-dire que on avait des concurrents qui allaient aussi draguer un peu les usines, etc. Et les usines faisaient monter les prix, ça devenait difficile. Donc on a décidé d'arrêter cette activité-là. Et moi, je me suis retrouvé comme un con, tout seul, en me disant qu'est-ce que je fais ? Je veux continuer à faire du e-commerce, j'adore ça, c'est cool. Il y a plein d'argent à se faire, mais je ne savais plus trop quoi faire. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai eu quelques années là en fait où j'ai navigué entre la construction de certaines boutiques moi-même. Je ne savais pas ce que c'était le dropshipping, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. On me l'a appris, c'est un copain qui m'a dit si tu faisais du dropshipping, du quoi ? Tu vois ce que c'était ? Moi, je faisais du e-commerce, oui, mais franco-français quelque part. Tu vois. Ouais, bien sûr. Dropshipping, ça, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai commencé à monter des sites. En parallèle, j'ai aussi cherché du taf. Donc, j'ai pris quelques missions, 6 mois comme directeur commercial dans une boîte de e-commerce. Il y avait toujours des relations avec le e-commerce en soi. Hein. Donc, j'apportais aussi mes connaissances là-dedans, etc. Mais bon, j'ai fait 2 expériences là-dedans. Mais franchement, le travail salarié, c'était pas pour moi du tout. Ouais. C'était juste histoire de continuer à avoir des rentrées d'argent quand même, puisque mes activités e-commerce à moi prenaient quand même aussi du budget, et puis ça marchait pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que j'étais, comme je l'ai dit dans un précédent épisode, une tanche en marketing, parce que c'était ça en fait. Là, il fallait vraiment faire du marketing. Ouais. J'en avais pas, je faisais pas de marketing. Le référencement naturel à l'époque, si tu veux, quand je vendais mes chaudières, ma climatisation, le peu de Google Ads qu'on faisait suffisait, puis alors, ça suffisait à faire énormément de ventes, puisqu'on vendait des produits à prix cassé, jusqu'à 70% moins cher pour un produit neuf. Bon, il y avait un petit coup sur la coque, et alors, tu vois, totalement fonctionnel. Donc évidemment, les gens s'arrachaient ça, et nous, on se faisait des marges de malade, puisqu'on achetait des lots, on achetait 1000 chaudières d'un coup, on achetait des radiateurs électriques, en veux-tu, en voilà, des cumulus, tu vois. Bon, bref. Donc, est arrivé quand même un moment où, oui, j'ai bien gagné ma vie avec tout ça. Les années sont passées, j'ai investi pas mal d'argent dans des projets e-commerce. Je suis beaucoup formé justement sur la partie dropshipping. J'ai commencé à travailler avec des agents. Je me suis fait niquer par un agent qui m'a sauvegardé, on va dire, gardé à peu près 30 000 € quand même. Donc faites attention aussi aux agents avec qui vous travaillez. Sachez avec qui vous travaillez, ne vous fiez pas simplement à un pseudo sur Skype, comme c'était mon cas. Alors, aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment Skype, mais à l'époque, c'était juste un pseudo sur Skype. Cette époque Skype, c'est vrai. Putain. Donc, un agent, on m'avait donné un contact sur Facebook, sur un groupe Facebook, enfin bon, bref. Et puis, oui, alors, pour revenir au sujet principal, là, j'ai quand même... j'ai démissionné, en fait, du dernier travail, donc salarié, parce que j'en pouvais plus, tu vois. J'étais, comment dire... j'ai bossé pour une boîte donc comme directeur commercial et entre le moment où j'étais recruté donc par le gérant de cette époque-là, qui n'était pas en fait, c'était pas le directeur, c'était pas le fondateur, c'était une boîte qui appartenait en fait au groupe Mullier. Okay, ouais. Donc je ne vais pas le citer le groupe, enfin je ne vais pas citer la boîte. C'était une petite boîte du groupe Mullier. Et en fait, donc le directeur, on va dire, qui était donc directeur salarié, qui avait été placé là par le groupe, qui m'a recruté. Moi, je devais commencer 2 mois plus tard, pour une petite anecdote. Et quand je suis arrivé 2 mois plus tard, en fait, sans le savoir, on ne m'a pas tenu au courant, c'était sa N-1 qui a pris le rôle de directeur et lui a été viré. Okay. Sauf que cette N-1 était plus jeune que moi et elle voulait m'apprendre mon boulot. Sauf qu'en fait, elle était complètement con. Si tu me regardes, tu te reconnaîtras. C'était une vraie connasse. C'était une vraie connasse. Voilà, donc la nana qui voulait vraiment absolument tout m'apprendre. Mais de quoi tu parles ? Enfin, c'est même pas du tout ton boulot. De quoi tu vois ? Ouais. Elle voulait tout contrôler. D'ailleurs, la plupart des gens dans cette boîte sont partis. Elle a fini par être virée elle aussi. Donc, les choses sont revenues naturellement à leur place. Mais ça m'a dégoûté. Tu vois, j'ai dit non, rien à foutre. Et là, si tu veux, j'ai démissionné. Enfin, j'ai demandé une rupture conventionnelle qui a été acceptée. C'est vrai. Voilà. Carré ça. Et c'était carré. Je suis parti et j'ai dit non, maintenant là, on arrête les conneries. Tu as performé en e-commerce, tu as monté ça toi-même, tu as appris vraiment en mettant les mains dans le moteur, reviens aux bases. Tu vois. Ouais. Donc le dropshipping, tu as essayé de bosser avec un agent, tout ça. J'ai dit va au bout du truc. Et j'ai vraiment voulu m'y mettre sérieusement. Donc j'ai effectivement ouvert des sites, certains sites sur des thématiques bébés, des thématiques enfants, tout ça. J'ai eu encore des soucis, des incompréhensions avec des agents. C'est pour ça que j'en suis venu en fait à créer un Qbox avec Sylvain, mais on a mis
toutes nos forces dans la bataille. Sylvain, lui, avait un salaire très confortable en Thaïlande. Il travaillait dans un groupe de prêt-à-porter. Donc, il était directeur de production pour des marques comme Eden Park, Aigle, etc. J'en étais déjà parlé également. Mais tous les deux, en fait, on a un peu mis les couilles sur la table et on s'est dit, bon, allez, maintenant, on se lance, on crée un Qbox. Parce que justement, j'avais plusieurs sites et j'étais confronté moi-même aux problèmes qu'on pouvait avoir en faisant appel à des agents chinois qui ne parlaient pas bien la langue, qui ne parlaient pas bien anglais, des problèmes de qualité, de délai, des problèmes que tout le monde connaissait et connaît encore sans doute à cette époque, à notre époque aujourd'hui. Et c'est de là où on a eu l'idée de créer un Qbox, mais quelque part, j'avais aucune idée de savoir si ça allait marcher ou pas. Et j'ai engagé un peu mes dernières forces, les finances, la famille aussi, parce que derrière moi, en fait, moi j'avais ma femme qui était en train de se lancer, donc ma femme qui est architecte, qui est originaire du Pérou, qui est péruvienne d'ailleurs, parce qu'elle refuse l'université française. Elle dit, pays de merde. Mais bon, elle vit ici quand même. Hein. Mais non, elle aime la France, mais il y a tout un tas de trucs. Souvent, les étrangers sont assez critiques pour des bonnes et des moins bonnes raisons. Mais donc, elle, en fait, elle avait travaillé aussi comme salariée, comme architecte, et elle en avait marre, et elle voulait se mettre à son compte. Ouais. Sauf que les débuts sont si difficiles dans ces cas-là. Donc, j'avais un peu la responsabilité de me dire, attends, t'as des enfants, il faut quand même nourrir tout ce petit monde, etc. Et mon petit pécule l'a accumulé dans mon expérience précédente. Au fil des années, avec ce que j'ai pu investir à droite à gauche, etc., ça commençait à se réduire, donc il fallait pas faire le con, quoi. Donc, voilà, j'ai fait les choses intelligemment, je pense, mais c'était quand même un gros risque de lancer un Qbox. Ça a très bien fonctionné. On a eu également la chance d'être sponsorisé par une maladie très contagieuse qui nous a confinés tous, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas être sponsorisé par... Sponsorisé, je dirais vraiment ça, puisque c'est vrai. Moi, on a commencé fin 2018 cette aventure. En 2019, c'était la première année. On a eu déjà un beau petit succès, je dirais, dans qui nous a donné confiance. Mais on n'était pas encore ultra serein. Mais par contre, ça nous a totalement confirmé dans notre choix d'avoir lancé un Qbox pendant cette année 2020 en plein COVID. Ouais, c'est vrai. C'est quand même difficile. On peut même plus dire ce nom. C'est totalement con. Enfin bref, parce que voilà, les gens étaient bloqués chez eux, parce que les commerces étaient fermés, et donc là, on a eu énormément de demandes de clients, etc. Donc ça a très bien fonctionné, et on s'est développé depuis, donc tout va bien, Dieu merci, mais n'empêche que c'était quand même une prise de risque à l'époque, pour moi et pour Sylvain, qui, je le rappelle, était en Thaïlande, gagnait un salaire très confortable, surtout pour la Thaïlande, et lui aussi avait sa famille derrière, ses enfants. Et en Thaïlande, il n'y a pas d'assurance retraite, il n'y a pas d'assurance chômage. Tu vois, si t'as pas de gros pari. C'était quand même un pari, enfant. Voilà un petit peu ma prise de risque à moi. Je vais te laisser parler maintenant. Moi, j'ai pas vraiment dû tout quitter pour me lancer en e-commerce parce que j'avais rien vraiment commencé, donc c'était pas. La prise de risque était limitée finalement. Moi, j'ai commencé par là presque. Pour la petite histoire, effectivement, moi, j'ai raté mon bac ES, un bac général que j'ai pas eu. Il a tout raté. Non, mais alors, vraiment, le début, c'est d'échec en échec. Et moi, je voulais pas le repasser. J'ai pas eu tout scolaire, donc je voulais pas refoutre un pied au lycée. Je fais Uber Eats pendant 1 an. À ce moment-là, dans mon mindset, c'est juste, on verra bien. Je m'en foutais. J'allais faire des petits boulots. On verra où ça nous emmène. Pas des masses d'amour propre, parce que dans la scolarité, on t'explique on te laisse entendre, on te conditionne à comprendre que les études c'est important, et sans ça t'es un peu une merde. Donc au moment où je rate les études, je fais voilà, c'est le paroxysme de cette thèse là, je suis donc une merde, et donc avançons et faisons ce qu'on peut faire pour rester en vie, quoi. Donc des petits boulots, et j'avais pas d'autre vision. Et puis en fait, c'est dans les petits boulots, parce que j'ai fait ça, j'ai collé des affiches pour certains partis politiques qui m'ont payé d'ailleurs pour le faire, alors que j'étais pas forcément militant. Le Rassemblement National ? Mais aucun, je dirais pas. Non, surtout qu'à l'époque, c'était encore le Front National. Mais non, c'est pas pour eux, mais je dirais pas pour qui c'était. Mais je te dirais en off pour qui est-ce qu'on a. Parce qu'avec Félix, on a collé des affiches. Avec Félix ? Ouais. Bon, je crois savoir qui alors. De toute façon, on n'était pas du tout militant du truc, hein. C'était vraiment. C'était un petit boulot, quoi. C'était un petit boulot, on a été payé en espèces par une mairie, enfin, c'est sombre truc. Sombre truc. Au point que... non, si je donne trop de détails, je vais griller. Donc, des petits boulots comme ça. Et au final, c'est dans ces petits boulots que j'ai réalisé que, en fait, on m'avait dit des conneries, quoi. Tu peux être compétent, tu peux même avoir de la reconnaissance. On peut t'applaudir pour le boulot bien fait, etc. Et tu peux même bien gagner ta vie. Parce que quand j'ai fait Deliveroo Uber Eats à l'époque, ça payait encore bien. C'était pas encore comme c'est aujourd'hui. Et du coup, en faisant des bonnes journées, en faisant du 50 heures par semaine, je pouvais rentrer. C'était du taf, hein. Mais je rentrais, en vélo. Ouais. Mais je rentrais
2000, voire 3000 balles, tu vois. Jamais de la vie à cette époque-là, sans diplôme, je me disais que c'était possible. Donc là, ça a cassé pas mal de croyances. Et donc bon, j'ai mis un peu d'argent de côté, etc. Je suis devenu commercial. C'est le dernier poste que j'ai tenu. Commercial, et où là, j'ai mis un pied dans l'entreprise. Et donc, j'ai compris les enjeux d'une entreprise. Et surtout, j'étais le seul commercial. Donc, en fait, tous les clients de l'entreprise passaient par moi. Donc, grosse responsabilité. Et je voyais, du coup, comment est-ce que derrière, l'entreprise traitait ses clients, etc. Et donc là, pareil, beaucoup de reconnaissance. J'ai compris que je pouvais être compétent. J'ai compris que je pouvais parler à n'importe quel type de personne parce que j'avais autant des personnes très simples, autant j'avais des cadres, des PDG, etc. au téléphone et que je devais emmener, prospecter, voilà, pour convaincre de prendre les services de notre boîte, quoi. Et donc là, pareil, j'ai mis de l'argent de côté, etc. Et moi, de là, je vais voir un autre échec. Je dis, du coup, je commence à prendre confiance en moi. Je dis, putain, mais je suis vraiment, en fait, il n'y a pas de galère, je peux réussir dans la vie. Donc, je me remets à avoir de l'ambition. Je me dis, mais le petit boulot, ça va 2 minutes. Soyons entrepreneurs. J'ai écrit sur YouTube la requête comment devenir riche. Je tombe sur des vidéos de dropshipping, etc. Et je vois, ok, je paye une influenceuse, etc. Et je peux être riche. Ok. Je fais voir Félix, on a 19 ans, un truc comme ça. C'est pour la gueule. Je lui dis, attends, j'ai un bête de plan là. C'est sur YouTube, ça parle de dropshipping, etc. Et Félix, ok, faisons. Il me suit un peu en mode, bon, t'es dans un délire bizarre. Enfin, en même temps, il pouvait pas se fier non plus à quelques victoires. Il se dit, bon, mon pote, c'est la boîte de mon pote depuis très longtemps. Bon, et c'est pas non plus un exemple de réussite. Et là, il veut faire du business en ligne et tout. Bon, doucement, quoi. Mais on y va. On fait un premier site. On paye une influenceuse. Bam, 150 € de chiffre d'affaires. On avait payé l'influenceuse 150 €. Et nous, à l'époque, on dit, c'est de la merde et tout, viens, on fait autre chose. Et on fait notre boutique parce qu'on avait l'impression qu'on avait raté le truc, alors que c'était des super résultats pour un premier site et pour un premier placement marketing. T'avais pas assez de recul, enfin, vous n'aviez pas assez de recul pour vous en rendre compte. Ouais, parce que dans les formations, dans le contenu, on voyait des trucs qui disaient, oui, si tu investis 100 € dans une influenceuse, tu vas avoir 1000 € de chiffre d'affaires. Enfin, c'était ça qui était promis. Et donc, on avait le sentiment d'avoir échoué. Donc, on essaye d'autres boutiques, etc. Bref, on fait que des échecs sur nos boutiques e-commerce à ce moment-là. Et puis doucement mais sûrement, du coup, dans ma boîte en tant que commercial, à une soirée, je rencontre un ami de mon boss de l'époque qui est dans l'entrepreneuriat dans plein de trucs et il voulait agrandir plutôt son équipe e-commerce. Et là, du coup, j'avais un peu de bagage. Je dis, ouais, moi j'ai fait ça, Shopify, Facebook Ads, blablabla, les influenceuses. Et lui, il n'était pas exécutant. Il était un entrepreneur dans plein de choses, mais donc j'avais suffisamment d'exécution pour faire entendre que je pouvais être potentiellement un bon élément. Il a vite déchanté quand il m'a pris parce qu'il a dit waouh, ok, il y a tout à faire. Mais du coup, j'ai bossé avec lui 3 ans. Donc là, j'avais rien à perdre. Enfin si, je quittais mon poste de commercial, mais même pas. En fait, j'ai fait du mi-temps pendant un moment. J'étais encore commercial à mi-temps, donc je gagnais encore un peu d'argent. Et à côté, je faisais du e-commerce avec lui. Et avec lui, j'étais rémunéré sur le bénéfice qui générait les sites e-commerce. Donc 6 mois, je dirais, avant de commencer à faire du vrai profit. Okay. Donc effectivement, il y a eu un battement de 6 mois où je gagnais mal ma vie. Mais enfin voilà, tu sais, t'es à 20 ans, t'as pas de diplôme. Là, d'un coup, tu fais de l'entrepreneuriat. Je gagnais pas bien ma vie, mais j'étais le plus heureux du monde, quoi. J'étais en mode putain, je suis dans un game. Et tout simplement, sûrement, en fait, je fais 3 ans avec lui et je fais mes premières payes à 10 000 balles avec lui. Et notamment, les premières payes à 10 000 balles, c'est, tu parlais de la maladie qui a touché tout le monde, c'est pendant cette période-là. Avant, j'avais fait plein de payes. Voilà. Pour la même raison parce que pour la même raison, parce que ça a explosé, le e-commerce a explosé. Ouais. Et donc, il y avait, on oscillait par tête. Il y avait Félix qui était aussi dans le navire et tout à ce moment-là. Je l'avais fait rentrer. On oscillait entre 3 000 € et 6 000 € on va dire, par tête par mois. Et donc, c'était déjà exceptionnel. On était super contents parce qu'il y avait tous les avantages en nature autour. Hein. La liberté. Avantages en nature. Écoutez bien ça, le fisc. Non, mais ouais, en fait, non, on dit pas ça. Enfin, juste les avantages de la condition du truc. C'est un peu bizarre. Avantages en nature. On peut me demander un petit peu quel était ce type d'avantage. C'était des contrats très intéressants qu'on avait en tout cas avec notre employeur à l'époque. Non, mais du coup, la liberté financière et géographique qui allait quand même avec ça, qui était génial. Donc vraiment bien payé. Liberté, c'était avant l'inflation en plus. On parle de entre 3 000 et 6 000 € avant l'inflation, c'est quand même quelque chose. Et donc on explose, des payes à 10 000 balles. Et donc on fait putain, mais ça y est, on a tout compris. Et donc pas longtemps après le Covid, et je suis pas longtemps après ça, en fait, avec Félix, on se barre. On se barre pour se mettre en indé parce qu'on avait ce sentiment d'avoir tout compris.
ça y est, nous on est dans l'exécution, on n'a plus besoin de personne. Notre ancien associé nous fournissait des locaux, une équipe, un financement, tout. On lui doit énormément de choses. Et on se lance parce qu'on pense avoir tout compris, donc on veut créer notre propre structure. Donc il n'y a pas d'animosité, on explique que nous, c'est l'heure pour nous de quitter le nid. Et ça, j'en avais déjà parlé, mais donc là, il y a eu un truc qu'on a tout tenté parce qu'on a dû investir dans nos stocks, on a dû investir dans la création de la structure, on a dû créer un capital en sortant du coup de l'argent qu'on avait de côté. Et ça s'est pas du tout bien passé au début, vraiment pas. Et donc en fait, très vite, on est redevenu pas pauvre, mais presque quoi. Il y a eu ce truc où ok, là on vient de quitter une situation où on faisait 10K et d'un coup on se repaye au SMIC parce qu'on veut être en indé. Donc c'est au moment, où tu nous as contacté en disant on va reprendre la boutique avec laquelle on travaille, pour laquelle on fournit votre stock et la logistique. C'est l'investissement en fonds propres pour des stocks, c'est les stocks chez vous. Ouais. D'accord. Okay. C'est de dire là on investit, je crois qu'on avait au total on avait investi près de 25 000 euros. Et c'était plus ou moins tout ce qu'on avait de côté, tandis qu'à côté on avait investi dans beaucoup de choses, en crypto-monnaie, etc. Donc on avait beau bien gagner notre vie, si on flambait, il faut le dire aussi, ça fait partie peut-être des erreurs qu'on a faites. On a flambé beaucoup notre thune, on était très jeunes. Et puis en voyage, et puis en sortie, et puis en fringues, et puis voilà, c'est une époque où en plus on avait l'impression qu'on avait tout compris, qu'on ne serait plus jamais en dessous. Et c'est peut-être ça l'erreur qu'on a fait, c'est quand on est retombé entre guillemets à smicard, on s'est dit putain, c'était tellement confortable avant, qu'est-ce qu'on a foutu, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été plus prudent, ouais. Donc c'est une belle leçon aussi, quand tu commences à avoir du succès, de peut-être faire attention. Et voilà, donc bon, pour répondre à la question et pour passer au sujet suivant, pas vraiment de prise de risque, j'ai pas tout quitté. J'ai eu dans le parcours des moments où il fallait prendre des décisions pour avancer, mais en fait par rapport à mon point de départ qui est du coup pas de diplôme et pas de thune, j'ai fait que ça toute ma vie en fait. J'ai été sur ce parcours d'entreprendre toute ma vie. T'as toujours été dans le risque finalement malgré tout. Ouais, d'une certaine manière, toujours été dans le risque. Mais t'as pas quitté, mis à part cette situation qui était quand même super confortable, que tu as quitté volontairement avec Félix pour partir un peu à l'aventure. Mais je considère quand même qu'à l'âge que vous aviez, c'était semi-risque. Grave. Tu vois. Félix a arrêté ses études en L3 quand même pour rejoindre le bateau. Ça, à la limite, c'était quand même une prise de risque parce qu'il était en L3, je crois qu'il était à la moitié de l'année, voire les 2/3. Et juste, il y avait une opportunité maintenant, tout de suite, pour me rejoindre avec notre ancien associé. Avec Théo et tout, c'est cette époque-là. Hein, Théo qui était dans un podcast avec nous pas longtemps. Et il y avait une opportunité maintenant. Mais c'était maintenant ou jamais, quoi. Là, tu rentres dans l'équipe ou alors on trouve quelqu'un d'autre, quoi. Et parce que c'était quand même pas moi qui décidais, quoi. J'étais un intervenant dans la boucle, mais c'est pas du tout le décisionnaire. Donc, il fallait gonfler l'équipe. Et donc, je lui ai dit... Ouais, s'il y a de la thune à se faire, on voulait bosser ensemble depuis longtemps, c'est maintenant. Et lui, il a pris la décision de dire ok, nique la fac, je me pointe. Du coup, il a une licence qu'il n'a pas, du coup, alors qu'il était à ça de l'avoir. C'est quand même dommage de ne pas être allé au bout, mais en même temps, effectivement, c'était une opportunité qui ne se serait peut-être pas représentée. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et il aurait peut-être pu vous rejoindre plus tard, mais bon. En tout cas, à ce moment-là, c'était pas le cas. Ouais, tout à fait. Et donc, on n'a pas la visibilité sur ce que ça aurait pu donner. Et donc, peut-être qu'il aurait fini sa licence, il aurait fait taper un master. Enfin, après, voilà, il aurait continué à un autre âge. Peut-être même que ça aurait été mieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, le chemin tel qu'il s'est tracé, je pense que c'était le maintenant ou jamais, quoi. Ok, écoute, c'est intéressant d'avoir ton expérience de petit jeune. Non, mais c'est ça aussi, malgré tout, tu vois, c'est que malgré tout, ce risque ne te concernait que toi, en fait. Et ça, malgré tout, ça grave, change tout. Ça change tout. Tu vois, c'est un peu comme quand tu voyages ou tu vas faire de la moto sans casque à Bali, tu vois. Ouais. Tu tombes, tu te tues, c'est dommage, mais ça te concerne que toi. De ouf. Tes parents, ils vont être tristes, j'imagine. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu Sauver ou Périr avec Pierre Ninet, là. Ouais. Et justement, c'est un peu le truc qui danse, donc le mec est pompier, et il dit le jour où il a commencé à avoir des enfants, c'est le jour où il s'est interdit de mourir. Il dit à partir de maintenant, je peux plus crever en intervention. Exactement. Parce que ce truc de effectivement, quand ça engage que toi, c'est pas grave. C'est la vie, quoi. C'est moins grave. C'est ça. C'est tout. Ok. C'est tellement gay. C'est tellement gay, mais oui. C'est quoi le point suivant de ce sujet ? Écoute, est-ce qu'on a des personnes qu'on connaît qui ont tout plaqué et pour qui ça s'est bien passé, et aussi l'inverse, est-ce qu'on a des gens qui ont tout plaqué pour qui ça s'est mal passé ? J'en connais des deux côtés. J'en connais pour qui, donc on a parmi les personnes qu'on connaît, moi c'est vrai, je vais plutôt parler des clients d'Acubox parce que c'est vraiment eux où j'ai pu voir
des gens qui sont partis, je ne vais pas dire de zéro, mais qui sont rentrés dans le game e-commerce, timidement au début, en laissant de côté quelque chose, et pour certains, ont vraiment très bien performé, et d'autres où ça s'est mal passé, ou pour certains, c'est pas que ça se passe mal, mais c'est pas fou non plus, et ils ont peut-être aussi des fois des questions, des questionnements, des doutes, ce qui est normal. Mais ça dépend du profil de chacun, ça dépend des responsabilités de chacun. Est-ce qu'il y a une famille? Quel est le bagage financier derrière? Il y a beaucoup de points, ça concerne... chaque personne est différente là-dessus. Mais j'en connais un, par exemple, qui habite à Paris. Son prénom, je ne vais pas le citer, mais bon, son prénom commence par un D. D'accord. Que tu connais aussi, on a fait un accompagnement avec lui. C'est quelqu'un qui était extrêmement stressé, d'entrée de jeu, tout de suite. Oui, ouais, et tout à fait. Finalement, il a arrêté. Est-ce qu'on peut dire qu'il a mal fait les choses? Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de malchance, mais non, je pense dans la vie en général, sur le plan personnel, aussi, beaucoup de problèmes financiers sur le plan personnel qui n'ont rien à voir et qui lui sont tombés dessus, et qui a beaucoup impacté son projet professionnel de e-commerce. Mais oui, c'est quelqu'un qui achetait un peu toutes ses forces dans la bataille, et par contre qui avait la famille derrière, les enfants et compagnie, et qui a perdu la bataille. Et qui a perdu la bataille, clairement. Ouais. Et qui s'est découragé, et qui en a eu plein le cul, qui a acheté l'éponge. Ouais. Mais je pense que c'est aussi une sorte de tempérament. D'entrée de jeu, je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas fait pour ça. C'est quelqu'un qui supportait très mal l'échec, le stress, et qui tirait... Enfin, c'est quelqu'un qui voyait toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Il subissait un échec que nous, on aurait trouvé normal. En mode, ça fait partie du jeu. jeu. C'est la vie d'entrepreneur. Parfois ça marche, tu vas lancer une campagne de pub, des fois tu as mis beaucoup d'argent, tu penses que ça va cartonner, ça se plante, et puis une autre qui fonctionne, tu sais pas trop pourquoi. Il y a des mois avec, il y a des mois sans, c'est comme ça. Lui, il n'acceptait pas. Et en fait, il se conditionnait lui-même. On n'était pas dans la loi d'attraction, c'était la loi de la répulsion pour le film dans son cas, tu vois. Il se conditionnait lui-même en fait en disant mais ça n'ira pas. Donc ça, je pense à cette personne parce qu'on a travaillé ensemble en fait sur ce dossier quelques mois, et malheureusement, ça s'est pas mal terminé pour lui au sens où mais il a acheté l'éponge totalement. Ouais, tout à fait. J'en connais d'autres par contre qui avaient une activité, déjà un travail. Je connais par exemple 2 associés parmi nos gros clients à nous, 2 associés qui étaient déjà associés dans une précédente boîte, donc c'est des amis également, une boîte qui marchait bien avec beaucoup de personnel, etc. Et ils ont pas tout laissé tomber en disant allez, on jette tout. Et on commence une nouvelle activité, mais ils ont commencé en parallèle. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, ils ont mis ça de côté et ils se sont lancés Ils ont foncé dans la nouvelle activité. Ils étaient un peu plus jeunes, je crois qu'à l'époque, ils n'avaient pas non plus d'enfants. Maintenant, ça a changé. Et ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, ils ne regrettent absolument pas d'avoir basculé d'activité. C'est l'activité dans laquelle ils travaillaient avant. Alors c'est toujours pareil, c'est difficile parce que c'est difficile de parler de gens. On devrait donner beaucoup plus de détails, mais c'est toujours délicat quand même, parce que peut-être que ces personnes qui regardent les vidéos n'ont pas forcément envie qu'on parle de leur vie privée, n'ont peut-être pas envie non plus qu'on évoque leur cas précisément. Mais grosso modo, l'activité dans laquelle ils étaient demandait beaucoup de temps, et surtout, il n'y avait pas de scalabilité, puisque c'était surtout des ressources humaines, c'est-à-dire que chaque intervention était facturée dans leur métier. Ils avaient beau avoir une équipe, ils ne pouvaient pas non plus recruter, et au bout d'un moment, en plus c'était très saisonnier, donc au bout d'un moment, ils n'auraient pas pu aller beaucoup plus loin que ce qu'ils ont fait actuellement, enfin ce qu'ils faisaient quand ils ont arrêté. Mais du coup, ils ont fait un truc très mesuré. Ils ont fait un entre-deux. Ils ont fait un entre-deux, exactement. C'est peut-être ça, finalement, le bon move, c'est trouver l'énergie pour cumuler 2 activités, le temps qu'il faut pour être sûr de son coup. Oui, tout à fait, mais c'est 2 stratégies. On va peut-être en parler plus tard. Je me souviens avoir lu une question. Il y a soit la stratégie, effectivement, de l'entre-deux, où on ne prend pas trop de risques, mais évidemment, c'est difficile de mettre toutes ses forces dans une activité ou dans l'autre si on est si on est à cheval sur les 2. Ouais. Donc ça peut être plus lent, mais c'est plus prudent. Ouais. Et après, tu as la stratégie des bateaux brûlés. C'est-à-dire, tu découvres un nouveau monde, tu arrives là, tu brûles le bateau, tu es sûr que tu n'y retourneras pas. Tu ne retourneras pas en arrière. Et là, tu te dis, là, il n'y a pas, c'est réussir ou mourir. Quoi. Ouais. Donc, c'est 2 stratégies différentes qui sont, qui peuvent amener au succès toutes les 2, ou à l'échec d'ailleurs. Du coup, ça pose, c'est une des questions qui est posée, c'est être devant le mur, est-ce que ça permet de performer ? Ouais, je pense que vraiment, là, tu vas, quand tu n'as pas le choix, quand vraiment
tu dois bouffer là, et tu te dis, j'ai par exemple un petit pécule financier. Alors, il faut distinguer déjà l'argent qu'on veut bien mettre dans un projet de l'argent personnel. Là, c'est un petit peu les conseils qu'on peut donner quand on fait les crypto-monnaies, quand on fait de la bourse, etc. Mettez toujours de l'argent que vous pouvez vous autoriser de perdre, en fait. Même si, bien sûr, personne ne veut le perdre. C'est une question que je trouve toujours con. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de le perdre, cet argent. Non, mais on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, 10 000 euros d'argent sur le côté et que vous dites, j'arrête mon taf, je ne serai plus payé, ou alors, voilà, j'ai encore un mois ou deux de salaire qui tombe et j'ai 10 000 euros de côté, pardon, j'ai une alarme qui sonne. Voilà, sur les 10 000 euros, vous devez quand même soit faire un 50-50, mais garder quand même de l'argent pour vos dépenses personnelles, pour assurer un minimum, car ça va pas fonctionner tout de suite. Eh oui. Donc ne brûlez pas totalement les bateaux non plus, sinon vous allez avoir du mal, ou alors vous retournez vivre chez maman, et puis voilà, vous allez... Est-ce que c'est une bonne strat, retourner vivre chez maman pour avoir le moins de fonds possible, le moins de dépenses Selon possible. l'âge que vous avez, c'est une bonne stratégie, c'est-à-dire qu'évidemment, moi, à l'âge que j'ai avec une famille des enfants, c'est bien compliqué. Ça devient compliqué, je Maintenant, peux l'entendre. Quand tu as la vingtaine, 22, 23, même 25, c'est encore une possibilité de dire, ok, je réduis les dépenses. Pendant un temps, je reviens vivre chez mes parents. Alors, il faut encore qu'ils comprennent, Bien sûr. qu'ils acceptent et qu'ils encouragent l'activité, ce qui n'est pas toujours évident. On le sait très bien, ça peut être un frein aussi, et ça peut inciter des gens à arrêter. L'entourage, hein, j'entends, c'est presque un sujet qui revient toujours. Mais voilà, il faut vraiment couper les dépenses. Et voilà, c'est terminé. Les sorties, aller boire un verre, aller manger au resto, le ciné, les machins, c'est fini. Vous mettez toutes les forces là-dedans. Et si vous êtes au pied du mur, je pense que c'est presque préférable de faire ça, mais c'est possible de faire ça jusqu'à ce qu'on ait une vie de couple et une vie de famille. Ouais, et là, Une fois que c'est fait, je conseillerais plutôt la stratégie de l'entre-deux. Ouais, bien sûr, de la prudence. Ok. Il y a un autre point, c'est donc, est-ce que du coup, la descente aux enfers, ou plutôt le grand échec entrepreneurial, est-ce que tu as des exemples de personnes qui sont passées par là, tu vois, qui perdent tout, ils avaient gagné, ils perdent tout, et après ils reviennent encore plus fort, parce qu'on a beaucoup dans les conférences, dans des événements, des gens qui vont se présenter, qui vont aller sur scène, qui vont nous parler un petit peu de ce type d'histoire de alors voilà, j'ai démarré, j'ai eu 3 échecs, et puis après j'ai eu mon succès, sauf que 2 ans après, il m'est arrivé ça, et je suis passé de millionnaire à SDF, et puis après je suis devenu milliardaire. Ce genre d'histoire-là, est-ce que du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne idée presque, que c'est normal, que c'est presque les plus grands gagnants doivent forcément avoir les plus grandes défaites? Je pense que, alors j'ai pas d'exemple précis, enfin je connais personne qui a eu vraiment un immense succès, ou alors j'ai personne qui me vient en tête là, dans les personnes que je connais, j'ai personne à citer. Par contre, je pense que oui, ça doit donner un tel sentiment de frustration, Une envie de vengeance un peu. une envie de vengeance sur soi-même et sur l'ensemble sur la vie, quoi, quelque part, Ouais, sur ouais, l'ensemble bien des sûr. choses qui t'ont contraint en fait à plonger. Et parce que quand tu es jeune, que tu n'as pas trop d'argent, c'est une situation qui est normale pour la plupart des gens. Sauf évidemment si tu viens d'une famille fortunée ou alors qui te lègue un patrimoine, etc. Bon, d'accord. Mais pour la plupart des gens, bon, tu commences jeune, tu fais des petits boulots, tu fais tes études, et puis après, bon, voilà, tu vas monter les marches, ou non d'ailleurs, mais enfin, en général, tu as un boulot, tu commences à construire doucement ton patrimoine, etc. Pour certains, du moins. C'est logique, c'est un chemin logique. Mais quelque part, tu n'es pas frustré parce que tu montes doucement des étapes en partant de zéro. Ouais. Mais quand tu fais ça, quand tu atteins, tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, tu avais atteint avec Félix un niveau de satisfaction dans le travail, enfin de satisfaction financière, j'y ai dans le travail. Ouais. Donc voilà, vous faisiez même un peu les foufous. Hein, on peut dire ça. Les fous. Vous jouiez les loustiques, les joyeux loustiques à dépenser plus qu'il ne fallait. Tu vois. Tout à fait, ouais. Mais voilà, et donc quand c'est retombé, voilà, vous avez pris ce risque, et pendant une période, c'était dur. On a fait une dépression, ouais, tout à fait. Dépression, non mais clairement, non mais peut-être pas une dépression, mais tu quand même une déprime. Ouais, ça fait mal. Et C'est mal. voilà, quand tu as connu cette vie où tu peux tout te permettre quasiment, tu ne penses plus à l'argent et tu retombes Là-dedans. C'est d'une brutalité, j'imagine, du moins c'est d'une brutalité sans nom. Tu vois. Ouais, c'est vrai que ça avait fait mal. Surtout, comme tu dis, c'est pas pareil. Je pense que vu qu'on était jeunes et que tout ça allait très vite, c'est plutôt d'un coup une insécurité quoi, par rapport à ce qu'on sait faire. Tu te dis, ah putain, on est parti confiant en disant, bah voilà, on sait comment faire beaucoup d'argent. Et en fait, quand on n'est plus dans le nid, waouh, on n'arrive pas à se payer plus qu'un SMIC. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a merdé? Et en fait, il fallait du recul. Il ne faut pas oublier que la plupart des boîtes ferment la première année, que
qu'on est sur un business à cash flow, donc on est fort dans un business à cash flow, sauf qu'avant, on avait de la trésorerie, là on devait relancer du business à cash flow avec une petite trésorerie. Donc effectivement, c'était plutôt ça le sujet. C'était au début comprendre que c'était pas forcément nous qui étions mauvais, mais plutôt que le choix qu'on avait fait était plus difficile qu'on ne l'envisageait. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'était aussi con que ça. Mais oui, petite déprime quand même, effectivement. Il y a quand même ce truc où tu changes de vie en fait. Et vous ne gagnez pas des millions. Je veux dire, tu n'avais pas une villa. Ouais, c'est sûr que T'as pas la justice qui est venue saisir ta villa au bord de la mer, qui est venue chercher ta Lamborghini. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'imagines un peu la violence du truc. Dès la descente aux enfers. La descente aux enfers, clairement. Ta femme te quitte. Ouais, apprends les enfants. Tout part en couille. Ouais, donc je pense que tu passes par plusieurs étapes. Une période de dépression dure. Et parce qu'il faut accepter ça, tu vois. C'est un peu comme une séparation, c'est très très dur. Puis après, tu as un sentiment, je pense, de revanche qui doit t'animer. Et ça peut décupler tes forces, on va dire. Et si on parle encore de la loi de l'attraction, parce que j'aime bien en parler, parce que j'y croyais pas du tout. Et en fait, je me suis rendu compte, dans pas mal d'étapes de ma vie, que finalement, c'est peut-être pas si con ce truc. Non, c'est clair. Aussi impalpable que ce soit, tu vois. Ouais, donc, ouais. Mais je pense vraiment que quand on veut quelque chose, on peut l'avoir si on le veut vraiment. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. On pourra faire un épisode entier. Alors, il faut bosser, hein, c'est pas juste se mettre dans son canapé et dire je le veux. Non, c'est pas ça, ça suffit pas, évidemment. Mais tu vois, si tu mets tout en œuvre, c'est pas la magie. Si tu mets tout en œuvre, clairement, c'est possible. Et je pense que ces gens sont animés d'une force surhumaine, justement, pour revenir au plus haut niveau. Et tu as des gens comme ça, ils peuvent se planter sur un projet, ils repartiront sur un projet qui n'a rien à voir, et ils peuvent très bien réussir à revenir au même niveau, au sommet. Simplement qu'ils ont la force, ils ont les compétences pour le faire. Ouais, je sais pas, moi je mets un peu sur le même plan, tu sais, la loi d'attraction et l'obsession. C'est globalement quand tu as quelque chose du coup auquel tu penses très fort, tu vas donc composer tout, tu vas voir les opportunités là où tu les verrais pas si jamais tu n'étais pas concentré. Tu vas faire des corrélations aussi. Enfin, il y a ce truc où quand tu es obsédé par quelque chose, peu importe ce qui se passe, peu importe les barrières, tu contournes, etc. Enfin, tu vois, si jamais tu es obsédé par le e-commerce, tu vas performer. Ouais, c'est ça. Tôt ou tard. Mais il faut être obsédé. Voilà. Si tu n'es pas obsédé, c'est pas fait pour toi. Ouais. Oui, parce que en fait, il y a beaucoup trop d'obstacles, beaucoup trop de galères, beaucoup trop de trucs à faire. C'est un long chemin entre monter en compétences, bon tempo aussi, parce qu'il y a plein de mauvais timings, parfois des très bons timings. Tu vois, on en parlait, la maladie qui nous a touchés il y a quelques années. Notre métier et les gens dans notre sphère, on a eu un bon timing, quoi. Si demain tu te lances, tu vois, vu que je vois que nous on stagnait quand même pas mal, bam, on a une grosse croissance à ce moment-là, ce qui nous permet après de redécoller. Les gens qui démarrent aujourd'hui, par exemple, s'ils n'ont pas un événement similaire, peut-être qu'ils vont mettre plus longtemps. Et on peut pas dire autour d'une table, par exemple, après, ah bah vous ça a mis 6 ans, oh trop nul, nous au bout de 3 ans on a décollé. Je fais oui, mais t'as décollé parce qu'il y a eu ça. Tu vois, c'est un peu comme pour les citer encore une fois, mais Yomi, il est très compétent, il a cartonné, etc. Ça on peut pas lui retirer. Et il y a aussi un super bon timing. Et enfin, du coup, il a su voir les belles opportunités, il les a saisies, il les a fait au bon moment. Tu vois, parce qu'on peut pas, par exemple, juste dire le e-commerce, c'est des bons placements d'influenceurs. Non. Le e-commerce, quand Yomi a été l'innovateur et qu'il a balancé du marketing d'influence à balle, c'était le putain de bon moment pour le faire. Maintenant, il y a eu les scandales d'influenceurs, il y a eu plein de trucs, il y a eu des arnaques, les gens se sont habitués, c'est plus novateur. Donc aujourd'hui, c'est pas une recette magique, tu vois. Il peut pas dire, moi j'ai fait fortune dans le e-commerce, voilà comment j'ai fait pareil. Non, mais il y a une temporalité, un contexte et tout. Le fait est que des personnalités comme Yomi, il y en a d'autres, hein, c'est parce qu'on le cite effectivement, parce que c'est vrai qu'il fait partie des gens qui ont vraiment réussi en e-commerce et surtout dans la formation e-commerce et bon, tout cet écosystème. C'est devenu aujourd'hui la référence, mais c'est quelqu'un qui fonce tête baissée dès qu'il y a une opportunité. Ouais. Je repense par exemple au projet au momentum des NFT. Ça a duré quoi ? 3-4 mois finalement cette histoire, tu vois. Ouais. Il a sorti un projet NFT pile au bon moment, plein sommet du pic. Ouais. Les gens ont acheté ces NFT à fond. Il s'est mis un tas d'oseille dans la poche. 2 mois plus tard, l'affaire était pliée. C'était fini. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça pour tout. Là, il a déjà lancé énormément de choses sur l'IA. Vraiment, pareil, au bon moment. Et c'est quelqu'un, je pense, et c'est ça son talent, enfin le talent des personnes comme lui, parce qu'encore une fois, il n'est pas tout seul. Et dans tout un tas de domaines, en fait, il y a, même si on sort du e-commerce, du business en ligne, il y a tout un tas de gens dans différents domaines comme ça qui vont
c'est bien ça, je fonce à fond là-dedans. Alors évidemment, aujourd'hui, il n'est pas tout seul, il a une équipe, il peut, non, il peut même il est partir en sur... capacité d'aller tout prendre maintenant. Il est en capacité d'aller tout prendre encore plus vite. Mm. Mais à l'époque, quand ce n'était pas encore le cas, quand il n'était pas encore aidé ou entouré comme aujourd'hui, il avait quand même, je pense, cette rapidité d'esprit, tu vois, de se dire, ok, là-dedans, il faut que je fonce et je mets tout là-dedans. Et voilà, c'est ce qui fait qu'il en est là aujourd'hui, sur tout un tas de domaines. Regarde un petit peu le nombre de domaines dans lesquels il est présent aujourd'hui. En ligne. On parle même plus que d'e-commerce, loin de là. Il y a plein de choses. Clair. Puis il a pas ralenti. Il y en a plein aussi qui ont fait forcément e-commerce, qui ont mis un petit peu les. C'est bon. J'ai réussi. Ils continuent à bosser de la même manière. C'est des gens comme Théo Filelier, tu vois, par exemple. Donc on a investi nous aussi avec lui sur certains projets de private equity, sur 2 projets de private equity. J'ai réussi à le dire, mais c'est quelqu'un aussi qui n'arrête pas. Il pourrait se dire aujourd'hui, bon, les vidéos YouTube et tout, allez, j'arrête, tu vois. Ça me casse les couilles. Parce que c'est compliqué, et en plus il est ultra perfectionniste, Théo. Mais pas du tout, il continue. Et t'as des gens comme ça, et c'est vrai, je me disais même, est-ce que si j'arrivais à ce niveau-là, est-ce que je serais pas tenté un peu de... Alors il y a une question d'âge aussi, tu vois, peut-être que oui, voilà, moi j'ai la quarantaine bien tassée, peut-être j'aurais peut-être envie de lever un peu le pied, tu vois, déjà maintenant j'ai plus la force de travail que j'avais avant, et c'est pour ça que c'est très important, si on veut brûler ces bateaux, faites-le vraiment entre 20 et 30 ans, quoi. Après ça, vous aurez sans doute, je l'espère pour vous, une situation de famille, des enfants, etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui va vous retenir. Alors, c'est toujours pareil, c'est à la fois un pourquoi, tu vois, tu sais pourquoi tu fais les choses, tu sais pourquoi tu te démènes, tu as des gens derrière toi, et tu sais, c'est une très très bonne raison, tu vois. Mais en même temps, c'est aussi une responsabilité qui fait que tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est pas le casino. Il faut que tu y ailles de manière prudente, etc. Mais par contre, se lancer comme ça dans la vingtaine, mais allez-y, quoi. Je dirais même, si vous avez 22, 23 ans et que vous hésitez à passer à l'action, vous êtes un vrai con. Vraiment, vous êtes un vrai con. Il le dit. Il l'a dit. Et voilà. Ceux qui ont 22, 23 ans et qui nous regardent, vous hésitez à passer à l'action, vous êtes des vrais cons. Non, mais vous êtes des vrais cons parce que si vous vous dites « Ah non, mais moi, je préfère avoir du temps pour moi quand même. Hein. Moi, je suis fatigué. Moi, il faut que je regarde mes séries le soir. Moi, j'aime bien sortir avec mes amis. » Mais voilà, alors vous avez choisi votre vie et vous n'irez pas plus loin, c'est tout. Mais pas de souci. Après, j'ai aucun problème avec ça. Simplement, sachez être responsable de votre vie et de l'implication que vous allez donner à vos projets. C'est tout. Que ce soit le business en ligne ou un autre type de boulot, si vous n'êtes pas prêt à travailler jusqu'à... Moi, je l'ai fait il y a encore quelques années, et j'avais bien plus que 20 ans déjà, de travailler jusqu'à 1h du matin, tous les jours. Tu bosses, tu te lèves, tu t'es déjà dans le boulot. Et c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu sais très bien, tu ne penses qu'à ça. On disait la fois passée avec Rémi, on pense... Souvent, les femmes disent « Oui, les mecs ne pensent qu'au cul, tout ça. » Non, moi, je pense surtout au fric. Vrai. Non, mais moi, je pense surtout à l'argent. Je pense bien plus à l'argent. Je pense bien plus à l'argent et je pense bien plus à mon business en continu du matin au soir. Et c'est un peu moins le cas maintenant parce qu'honnêtement, je commence à être plus fatigué qu'avant. Tu vois, mais je pense que c'est l'âge, c'est naturel, grosso modo. Mais il y a encore quelques années, il y a très peu de temps, je travaillais du 8h jusqu'à... minuit, 1h du matin, et c'était normal, tu vois. C'était mon quotidien. Netflix, tout ça, ça m'intéressait pas parce que j'étais obsédé, en fait. J'étais obsédé par le business. Rien à voir avec le... C'était une passion. Et quand vous voyez des mecs, moi, je connais un peu le milieu artistique également. J'ai connu des gens, par exemple, qui étaient dans la peinture artistique, hein, pas le bâtiment. Pas mettre en peinture la façade. Mais c'est des gens, c'est pareil. Ils ne comptent pas leurs heures. Bien sûr. Ils font pas. Alors, j'ai travaillé dans mon atelier, je fais à 9h, 18h, une petite. Non, les mecs, la nuit, le week-end, ils sont obsédés. Quand ils ont une idée, ils veulent absolument aller au bout du truc, tu vois. Je pense que c'est ça qui est important, cette obsession. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ces gens réussissent. Un artiste obsédé réussira. Il y a beaucoup plus de chances de moi. Un entrepreneur obsédé réussira. Il y a beaucoup plus de chances de réussir. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce truc-là de. Il y a plein de chemins, tu peux te heurter à plein de murs, mais dans tous les cas, tu finiras par trouver le chemin qui fonctionne. Parce que si tu es suffisamment obsédé, les opportunités de ce business, on parle de e-commerce, elles n'arrêtent pas d'évoluer. Tu vois, on parlait de bon timing pour le marketing d'influence. Il y a 2 ans, il y avait un bête de timing pour le contenu en organique. Tu as des marques qui se sont installées sur TikTok et sur Instagram en faisant du contenu organique, et donc en ayant juste de la partie organique. Bon, maintenant, c'est plus dur de s'installer, mais ces marques-là qui se sont installées, leurs algorithmes sont bien éduqués, publient du contenu tous les jours, ils font du chiffre d'affaires. En organique. Bam, 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 bam. Donc, quand tu es obsédé par le e-commerce depuis 4 ans, si tu as raté toutes les opportunités, continue, persévère, tu finiras par avoir la suivante. Il y a eu l'IA là qui est arrivée.
il y a eu des opportunités e-commerce comme ça, et il y en aura encore. Il y en aura encore. Mais que ce soit en e-commerce, dans tout, si tu es obsédé dans le sport, les mecs qui sont les sportifs de haut niveau, ce sont des gens qui sont obsédés. Mhm. Je pense même que pour être un bon entrepreneur, il faut être un malade mental en fait. Ouais. Tu vois, faut être un malade Ouais, mental. t'as un petit truc. T'as un truc qui va pas, quoi. Tu vois, J'ai un pote qui serait d'accord avec toi, mais pour qui on est fou, mais pas dans le bon sens forcément du terme. Ah oui. Ouais, C'est-à-dire une vision des entrepreneurs comme, ils sont tous un peu des détraqués, des problèmes d'ego, des trucs à combler. Mais tous les gens qui réussissent. Regarde, tu prends l'exemple de gens. Je vais prendre des gens. C'est vraiment des exemples tout bêtes, mais. Je sais pas pourquoi j'ai toujours des trous de mémoire quand j'ai le patron d'Apple, putain, c'est incroyable. Je connais que lui. Steve Jobs, merci. Je connais que lui. Mais Bill Gates, même, quand tu vois Bill Gates qui part faire sa retraite, tu sais, dans sa petite cabane, t'as déjà vu ces images? Ouais, bien sûr. Il part faire sa retraite avec ses bouquins et il se nourrit de bols de soupe avec ses bouquins. Tu dis, mais le mec, il est timbré ou quoi? Enfin, tu vois. Je comprends le principe, je comprends et j'admire même le truc, mais tu dis, il est timbré. Steve Jobs, à son niveau, était bien timbré aussi. Il y avait tout un tas de tocs. Enfin, c'est des gens qui avaient un ego. Attention. Ouais, bien sûr. C'est ça. Alors, Jeff Bezos, par exemple, je connais pas suffisamment sa vie, son œuvre. Je connais son œuvre, je sais ce qu'il a fait, mais je connais pas vraiment, en fait, comment il en est arrivé là. Alors, on a tous l'image du gars dans une sorte de petit bureau là, avec Amazon tagué sur le mur, sur un drap. Enfin, voilà, on a tous cette image-là, mais il n'y a pas tellement l'image. Ouais, il a fait ça dans un garage chez ses parents. Nanana, tu vois, je connais pas réellement en fait son parcours. Il a moins bossé son personal brand, peut-être, ou alors on a été moins sensible, je sais pas, mais c'est vrai que son histoire a fait moins partie du parcours, quoi. Enfin, et pourtant, la réussite est quand même incroyable, tu vois. Ah ouais, grave. La réussite est de fou. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même la plupart du temps des gens qui ont des problèmes psychologiques. Ouais, sans doute. Je pense que pour en arriver à ces sphères de pouvoir et de succès, s'il y a un moment où ça fait le tri, il n'y a que les plus gros détraqués qui arrivent à. Tu avais Elon Musk aussi, quelle singularité, ce gars. C'est un exemple auquel j'aurais dû penser avant. C'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, ils n'ont pas forcément nécessairement l'étiquette. C'est pas forcément méchant. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi cette image des gens de malade pouvoir. mental, je suis pas en train de dire sociopathe. Ouais, voilà. Tu vois, c'est pas. Parce que t'as une caricature surtout en France où effectivement on voit les gens très très riches comme les méchants à abattre. Ouais. Puis évidemment il y a qu'il faut critiquer, il y a des choses qui sont pas bien, pas correctes à l'échelle société et tout. Et donc il faut qu'on puisse voir tout ça. Mais généralement sur les gens qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup de richesse, on souligne tout le temps ce qui va pas. Et on souligne très rarement ce qu'ils font de bien. Et je trouve que du coup, on les idolâtre, on les met sur un piédestal, sauf qu'il ne faut pas oublier que ça reste juste des types. Et de plus en plus, plus moi j'ai de l'ambition, plus du coup je me projette dans les gens qui ont du succès. Et je vois que les gens qui critiquent souvent facilement, tu vois, par exemple, je sais pas, on va voir un documentaire ou une interview d'un artiste. Et il va dire un truc et tout, puis t'as des gens avec qui tu veux être, ils vont dire ouais non mais lui aussi a ça, etc. Et je vais être en mode, en fait cette facilité à critiquer pour moi c'est que du coup ils ont déjà déshumanisé toute forme de succès. C'est-à-dire qu'en fait ils peuvent plus s'identifier parce que honnêtement moi du coup j'essaie de m'identifier, je me dis bah moi j'aurais du succès dans cette sphère-là, je viendrais sur un plateau télé et j'aurais cet échange-là, comment est-ce que je m'en sortirais? Et souvent du coup j'ai plutôt un regard humble et je fais bah ouais c'est bien débrouillé, bon il a dit ça, c'est un type. C'est quelqu'un, tu vois, c'est un exercice qui est difficile. Et donc, le peuple, les gens, déshumanisent tous ceux qui ont du succès et en font des entités supérieures qui sont du coup attaquables, critiquables tout le temps. Et je trouve que la distance entre justement les gens qui ont beaucoup de succès et on va dire le commun des mortels, elle est créée aussi parce qu'en fait, on déshumanise collectivement, on déshumanise ces gens-là. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui est sur scène qui fait un zénith, moi, plus jeune, je me disais, jamais je m'identifiais et du coup, si jamais il y avait un raté ou je sais pas quoi, bon bah, j'aurais pu me plaindre, ouais, c'est chiant, il a raté son truc ou il arrive en retard ou je sais pas quoi. Et maintenant, je me dis juste, peu importe le genre de qu'est-ce qu'ils peuvent cafouiller ou rater, je me dis putain, comment je fais moi si je vais sur un zénith? Est-ce que j'y arrive aussi bien que lui? Quelle est sa gestuelle? Comment... Tu vois, parce que je mets plus de distance. Cette personne est une rockstar, c'est inspirant. Je veux en être. Et je trouve que du coup, si on critique aussi facilement les gens qui sont de grande notoriété et tout, c'est qu'en fait, on a arrêté de les considérer comme des gens
comme des gens qu'on pourrait croiser qui Ils ressentent ont- les choses et tout. Mm. C'est juste impressionnant ce qu'ils font. Ils font comme ils peuvent. T'as des salopards, bien sûr, mais ils font comme ils peuvent aussi. Puis il y a ce truc de, tu vois, je trouve dans la série Bernard Tapie, c'est assez bien mis en scène. Ouais, ton parcours il est singulier, etc. Tu as différents enjeux. Et donc, ouais, des fois, il faut virer des gens. Et des fois, tout le monde a envie de te mettre au bûcher parce que tu as viré des gens. Ouais, mais tu as sauvé une boîte. Et puis, peu importe. Je veux dire, au bout d'un moment, dans ce game-là de l'entrepreneuriat, tant qu'on sera dans une société qui fonctionne comme elle fonctionne, eh ben, c'est des boîtes qui créent de l'activité. Donc voilà, c'est comme ça. Donc, oui, si jamais un entrepreneur veut virer tout le monde, ben c'est comme ça, quoi. C'est la vie, c'est horrible, mais les gens après c'est à eux de prendre leur vie en main de leur côté, d'assumer les conséquences, d'essayer de faire des trucs et tout. Ouais, mais ça, c'est ce que tu dis là, ça me marque toujours. Alors, parce que c'est vrai qu'évidemment, j'imagine très bien, je me mets à la place de gens qui ont par exemple travaillé, tu sais, 25 ans, 30 ans dans une usine, Ouais. une même boîte. Et là, l'usine ferme, ouais, salaud de patron, nanana, le groupe, ces milliardaires, etc. Ils ont acheté la boîte, ils ont fermé la boîte, les salauds, il y a des grèves et des manifestations. Mhm. La CGT qui s'en mêle, et Mhm. compagnie. Ok. Cette boîte n'est pas votre père, cette boîte n'est pas votre Ouais, mère. ouais. Si vous avez choisi de passer 25 ou 30 ans dans cette boîte, et C'est on vous entend les parfois responsables. des gens, tu vois, à la caméra qui se plaignent, oui, j'ai tout donné à cette boîte, etc. Oui, d'accord, mais enfin, c'était juste un échange Mhm. transactionnel de temps, compétences contre un salaire. Ouais. Mais c'est, enfin, à mon sens, Dans en- un couple, on ferait pas ça, tu vois. Dans Non, un mais couple, voilà, moi, je lui ai tout donné, donc elle doit rester avec moi, doit ou rester il doit avec rester avec moi, moi. Bah non, Je il suis fait ce qu'il désolé, veut. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui... c'est choquant ce qu'il dit, tiens, mais non, Mais je vous emmerde. Je vous emmerde. Non, mais cette boîte ne doit rien à ces personnes. À partir du moment en fait où tout a été fait de manière réglo et contractuelle, Ouais. voilà, si la boîte ferme ou si même les gens sont licenciés pour quelque raison que ce soit, tu vois, je veux dire, ah putain, mais les salauds. Ah, non, mais je suis désolé. Ouais. Quelque raison que ce soit. C'est un peu le truc, on vous donne ça et tu demandes ça. Ouais, c'est ça, quoi. Au bout d'un En fait, moment, la structure de t'emploi, elle crée de l'activité. C'est pas toi le. elle ne te doit rien. Elle ne te doit en fait, rien, tu vois. en fait. Exactement. C'est pas ton père, c'est pas ta mère. C'est- pas- c'est- c'est- Et je pense que c'est quand même, malgré tout, typique aussi de la mentalité qu'on a vraiment d'assister en permanence dans un pays en fait, où on a beaucoup plus de droits que de devoirs, Hmm. et dans un pays qui a été bâti sur les 50 dernières années sur un socle social. Ouais. Donc, sur les 50, je dirais même plutôt les 40 dernières années, sur un socle vraiment social, quoi. Et le problème, c'est ça, c'est que du coup, on est dans l'assistanat, on a toujours l'impression qu'on a tous les droits, etc. Mais à mon sens, c'est juste, vous manquez de responsabilité. Vous êtes responsable de vous-même. Et si demain, une boîte ferme, si vous n'avez pas, pendant ces 25 ans, réfléchi à ça, genre, bah, ça pourrait se terminer un jour. Ouais. Peut-être que je vais me former, peut-être que, tiens, et si je cherchais un boulot plus qualifié dans une boîte plus prometteuse, etc. J'en sais rien. Mais c'est malheureux, mais c'est malheureusement... on peut En fait, pas c'est ça, commencer c'est que c'est plein de singularités, bien évidemment, que là, si tu vois d'un coup, on fait intervenir quelqu'un qui va avoir son histoire à raconter sur ses Ah ouais, 20 ans de bah, boîte et où il y a eu un licenciement. On va peut-être verser une larme. Chaque en disant, singularité, ouais, putain, voilà, et une forme de tristesse, de souffrance. Mais quand on dit faire société, c'est ce truc-là où effectivement en France, comme tu dis, c'est donc de l'assistanat sur beaucoup de choses et de la déresponsabilité des gens. Enfin, de la responsabilisation. voilà, merci. Et je trouve ça dommage. Donc je suis pas en train de critiquer ceux qui le vivent avec beaucoup d'émotion. Non, Ce mais que je dis, c'est évidemment. plutôt une invitation. Je suis même plutôt à dire, en fait, maintenant, peut-être même maintenant plus que jamais, vu que c'est en train de changer et qu'on voit que nos États n'arrivent plus à aider tout le monde, il faut être responsable de ça. Moi, par exemple, à aucun moment, j'ai la croyance aujourd'hui que je vais un jour toucher une retraite. Aujourd'hui, quand je verse des payes et qu'il y a une part pour la retraite en charge, C'est poubelle. c'est un cadeau c'est un cadeau. C'est honnêtement, moi, pour moi, ce qu'on est en train d'appeler, c'est de la solidarité pour vos aînés. Et c'est ok. Ça me fait chier, mais c'est ok. Mais je me dis pas, ah, mais c'est super. Ça veut dire que moi, non, je sais que c'est mort. Après, moi, effectivement, mon parcours fait que c'est pareil. J'ai jamais eu de droit au chômage. Je crois que maintenant, ça a changé avec l'auto-entreprise. Mais au début, j'étais auto-entrepreneur à une époque où c'était assez récent. Tu cotisais pas pour la retraite ni pour le chômage. Maintenant, ça a changé, il me semble.
Et donc, y avait ce truc-là où je me disais, depuis le début, je me suis jamais dit que quelqu'un allait venir s'occuper de moi. Alors attention, je suis pas à plaindre au niveau de ma famille, etc. Honnêtement, ma famille a toujours pu couvrir. Enfin, je sais que j'ai toujours un logement, j'ai toujours de quoi manger, c'est pas un problème. Monsieur est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Voilà. Donc, je dis ça, c'est sûr qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Pour autant, cette mentalité, donc je parle pas de difficulté de est-ce qu'il y en a qui vont échouer que ça, mais cette mentalité de, par contre, il faut se mettre en responsabilité, c'est important, surtout aujourd'hui où on voit que je trouve que voilà, ça peut partir en couille à tout moment et tous les acquis sociaux peuvent sauter. Il faut pas, c'est dangereux de rester dans un ancien modèle de pensée qui se dirait que non, mais de toute façon, on prend soin de moi, il y a des sécurités, etc. Il n'y a plus de sécurité. Un CDI aujourd'hui, c'est pas un truc qui vous sécurise. C'est plus un truc qui vous sécurise. Donc voilà, peut-être essayer de revenir sur une des questions pour avant de conclure l'épisode. Ouais. Mais je sais même plus pourquoi on avait parti sur tout ça. On s'éparpille un peu, mais bon, vous avez compris le principe. Et voilà, je suis désolé s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a été licencié dernièrement en disant putain les bâtards. Mais simplement, voilà, je pense qu'il faut simplement... Mets un commentaire pour le référencement, insulte-nous. Insulte-nous. Non, mais il faut simplement se dire, pour finir juste cette petite parenthèse qu'on a fait dans l'épisode, que vous êtes responsable et malheureusement, c'est simplement un tort d'imaginer que quelqu'un au-dessus de vous se doit de vous protéger. Vous êtes tout seul. Ouais. Vous êtes dans une société, oui, mais vous êtes tout seul et vous êtes responsable de vous et des gens qui vous sont proches. Donc si vous ne faites pas malheureusement ce qu'il faut faire, ça peut, alors, à votre niveau, parce que j'entends bien que quelqu'un qui travaille en usine ne va pas avoir un niveau de revenu, il va galérer, etc., etc. Oui, on est d'accord. Mais à votre niveau, il y a toujours des moyens de pouvoir peut-être vous former le soir pour faire autre chose. Aujourd'hui encore plus qu'avant. Tu vois, la société justement elle a évolué. C'est pour ça que tu vois le discours qu'on tient là, il peut pas être valable, je sais pas, à 30 ans en arrière. Non, mais aujourd'hui, avec Internet, hein, si on prend large, donc les réseaux sociaux, enfin tout ce qui va avec tout ça, tout le monde a un accès à l'information, tout le monde a un accès au succès, tu vois, si tu veux faire effectivement grandir ton patrimoine, tu as plein de petits moyens, tu as plein de gens qui ont créé des solutions. Tu as des solutions maintenant pour investir dans l'immobilier, des 10 euros, avec des rendements qui sont super. Enfin, tu as tout un tas de possibilités et donc c'est de la flemme de ne pas le faire. C'est de la flemme, c'est encore une fois qu'on peut comprendre. Et du coup, c'est ce truc de t'es responsable. Si tu as fait 20 ans de boîte et que tu n'as rien sécurisé, ça fait au moins 10 ans que tu pouvais le faire, que tu pouvais te concentrer sur OK. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai que... Enfin là, honnêtement, vous décrivez à ChatGPT votre situation, toute votre situation, vous décrivez, et vous lui demandez qu'est-ce que dans ce contexte-là, vous pouvez faire pour constituer une épargne solide ou des investissements qui sécurisent, et on vous sort un plan d'action tout fait, et vous appliquez. Et sur chaque action où vous ne savez pas comment faire, il faut redemander à ChatGPT. S'il vous dit, par exemple, mettez tous les mois 15 euros sur tel indice boursier, comment mettre 15 euros sur tel indice boursier ? Et puis bam, 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 bam. Je suis d'accord avec ça. Tu vois, rien que ça, alors. C'est pour ça que ce projet dont je t'avais parlé, une plateforme d'éducation financière pour tout le monde, en vraiment simple. Tu vois, je veux dire, on n'est pas en train de parler, parce que c'est vrai que si tu prends le langage des financiers, personne ne comprendra rien. Quelqu'un qui travaille à l'usine, qui est déjà qui a une vie de famille, qui a 45 ans, 50 ans, c'est difficile, tu vois. Mais je suis persuadé qu'effectivement, tout le monde peut se dire, j'ai 50 balles à mettre tous les mois. Mais si tu fais ça pendant 30-40 ans, sur un S&P 500, sur un ETF, voire même sur des actions, Nvidia qui a performé comme un cinglé en quelques années. Non mais t'imagines un petit peu, 50 euros tous les mois en DCA. Il y a des choses à faire, simplement, il faut aller chercher soi-même l'information. Ouais. Ok, écoute, est-ce qu'on conclut cet épisode ? Je propose qu'on traite encore une ou deux questions. Ouais, et puis après, on termine parce que j'ai chaud. Autre sujet. Donc, on a déjà répondu à quand faut-il tout risquer, à 25 ans ou à 45 ? Plutôt à 25 ans plutôt qu'à 45. Après, à 45, vous pouvez encore faire des choses, mais avec plus de mesures, plus de prudence. Tac. Est-ce que... Alors, on a déjà répondu à l'autre question, qu'il faut combien d'argent de côté selon toi pour se lancer sereinement en e-commerce ? Ça dépend de plein de choses, on a déjà répondu à ça. Globalement, il faut des ressources. Ouais, il faut des ressources. Il ne faut pas se lancer avec rien du tout, il faut avoir... Il faut beaucoup plus de ressources qu'avant. C'est ça. Il faut dire les choses comme elles sont. Une question qui peut être rigolote, c'est tu dirais quoi à un étudiant qui a 20 ans, qui veut se lancer et arrêter les études ? J'ai 2 exemples, moi, de mon côté. Ouais. J'ai mon petit frère qui l'a fait, pour venir travailler avec nous. Et j'ai Anatole, que j'ai accompagné dans une formation pour
pour devenir média buyer, qui lui n'a pas arrêté, il est en école de commerce, mais justement, la question c'est est-ce qu'il devrait ou pas pour se concentrer sur son business. Je dirais tout dépend des études, déjà, tout dépend de École de commerce. Ouais, école de commerce. École de commerce, le problème c'est que c'est souvent les parents qui payent l'école de commerce, ça coûte 15 000 balles par mois, par an, pas par mois, ouais. fort heureusement. Ça dure quoi, 4 ans, 5 ans 5 ans. 5 ans. Il en est où là, dans l'école de commerce? Il en est où? Première année, je crois. Première année. En vérité, le contenu de l'école de commerce, il le trouvera en ligne. Oui, je suis bien d'accord Simplement, avec ça. je pense que l'école de commerce, le seul intérêt, c'est vraiment de construire un réseau. De toute façon, Ouais. clairement, c'est ça. Mais ce réseau te sera utile uniquement dans des jobs. Enfin, je vais pas dire uniquement. Tu peux monter une start-up, tu peux monter des choix. Tu peux, voilà, tiens, j'ai rencontré machin qui a les mêmes ambitions que moi. On s'est associé, on va monter une start-up, on va révolutionner le monde de l'agroalimentaire, par exemple, tu vois. Mais par contre, je sais pas pourquoi je retourne ça. Je retourne à papier. Tu voulais juste, voilà, n'est plus le plan de l'épisode. Mais par contre, effectivement, sinon le reste des jobs, c'est souvent des postes haut placés dans des boîtes. Ouais. Donc tu te destines à quand même un travail salarié, bien payé, très bien payé, avec énormément de responsabilités, oui. Mais c'est quand même des jobs, voilà. Et c'est vrai que l'école de commerce, si c'est ça va t'aider largement en tant que diplôme, si tu fais une bonne école de commerce, pour trouver du boulot. Et si jamais je mets en comparaison, donc 50 000 €, 5 ans, école de commerce, 50 000 €, 5 ans, entrepreneuriat, rien à voir. Mais du coup, même mettons du coup, pas seulement ça. Mettons que l'objectif, ce soit d'être salarié dans une grande boîte. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? 5 ans dans l'école de commerce ou les 5 ans d'entrepreneuriat? Ouais. Parce que moi, ça va dépendre vraiment de la personne qui va te recruter, si tu veux. Ouais. Est-ce que tu as affaire à quelqu'un des ressources humaines uniquement, tu vois, qui va regarder sur ton CV, vous avez fait l'école de commerce, vous avez fait les decks, pas mal, tu vois. Ou alors c'est non, mais écoutez, j'ai développé des sites avec un pote, mais j'ai appris énormément pendant 5 ans. Ouais, mais là tu le présentes mal, mais si jamais tu le présentes bien. Si jamais tu étais là, 5 ans, tu as des échecs, tu as des réussites, tu as géré une entreprise, tu as créé une SAS, tu as fait tac, tu as eu plusieurs structures. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup de poids tu penses pas rentrer dans une entreprise. Et en vérité, tu n'as pas eu suffisamment de réussite, sinon tu ne serais pas là à l'entretien. Il y a des gens qui je voyais ça il y a un peu longtemps, qui font le chemin inverse, tu vois, qui réalisent qu'en fait, l'entrepreneuriat, ils aiment tout le sujet de curiosité que c'est, tu vois. Ouais. Les sujets tech, etc., mais qui en fait sont beaucoup plus sur, tu vois, comme Théo, qui en fait se retrouve aussi bien dans le schéma du salariat que dans l'entrepreneuriat. Il aime l'entre-deux, il aime les deux. Tu pourrais. Et moi, j'ai cette croyance, mais si jamais aller sur le marché du travail, après tout, j'ai cette croyance que, parce que moi, c'est comme ça que je recruterais forcément, vu de mon expérience, je recrute jamais au diplôme, je recrute qu'à l'XP et à ce que tu peux démontrer. Et j'ai un peu ce sentiment que maintenant, les boîtes modernes, tu te pointes avec 5 ans d'XP, t'arrives avec une expérience de fou, quoi. Ça dépend des postes. Ça dépend qui te recrute. Si tu es dans une boîte, une PME qui a 80 salariés avec un petit bureau RH et Monique, 57 ans, qui est la directrice RH, qui te reçoit pour faire un entretien avant le deuxième entretien, tu vois, avec le boss, elle peut très bien classer ton dossier en disant intéressant. Et par contre, si tu es dans une boîte plus jeune, comme l'agence Synaria par exemple, et quelqu'un arrive, tu te foutras totalement de savoir si... Moi, c'est pareil, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que les diplômes, je m'en tape. Si je vais chez Kudak, pour moi, Kudak, mon CV, c'est du béton armé, alors que si j'ai une école de commerce, je pense qu'ils s'en foutent. C'est pour ça que ça dépend vraiment du taf que tu veux faire. Ça dépend, tu vois. Parce que si on prend les boîtes modernes, alors après, peut-être je m'avance, mais mettons Rhino Shield, NordVPN, Kudak, Displate, toutes ces boîtes-là. Si tu veux être, par exemple, tu rentres en école de commerce et tu sors... ce qui t'intéresse, par exemple, c'est de devenir contrôleur de gestion. Si tu dis, écoutez, j'ai monté... Non, alors, j'ai pas fait d'école de commerce, mais j'ai créé ma boîte, j'étais contrôleur de gestion pour moi-même. Ouais, enfin, écoutez, là, vous faites un... Ça dépend, en fait, où tu postules, tu vois. Ouais, bien sûr. Pour une grande boîte, je suis d'accord avec toi. Pour une banque, écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que vous avez déjà géré des portefeuilles de plusieurs centaines de millions, ou de plusieurs milliards. C'est ça qui m'intéresse. Si vous me dites, vous êtes bien gentil, mais ça dépend vraiment du poste, en fait. Mais typiquement, j'ai l'impression, alors pareil, une fois, j'ai pas été dans ce game-là, mais donc dans l'exemple que tu dis, pour moi, tu sors d'école de commerce, si t'as pas eu
très bons stages ou des très bons trucs où t'étais dans le feu, enfin ton diplôme il te sert à rien aussi quoi. J'ai l'impression que si jamais t'as pas effectivement managé des vrais comptes, etc., tu dégages tout autant que celui qui a... bien sûr, mais peut-être qu'avec ton réseau, tu pourras quand même pouvoir t'insérer dans une boîte. Un petit piston par-ci par-là. Il y a tellement de postes aujourd'hui dans des grandes boîtes qui sont en fait des postes semi-fantômes où tu fais pas grand-chose, mais bon voilà, tu vois. Bien sûr, ouais. Je pense que voilà, tu auras quand même plus de chance en faisant l'école de commerce, je pense. Mais par contre, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Ouais, donc dans l'objectif d'être salarié dans une grosse boîte, voilà. Il y a quand même pas photo. C'est quand même l'école de commerce qui. Ok, non, mais de toute façon, c'est un débat et je pense que moi, je peux pas avoir les réponses. Je suis jamais allé sur le marché du travail moi directement. Et j'avais cette discussion-là avec des amis il y a pas longtemps et eux disaient plus ou moins comme toi hein, que non, les études quand même prédominent et restent le chemin qui fonctionne le mieux. Et moi, je défendais l'inverse où je disais non, mais dans tous les cas, tu perds plus de temps si tu fais 5 ans de mise en pratique, de formation autodidacte, etc. École de com, école de commerce, tu fais ça en autodidacte, tu arrives avec un bagage et un book, entre guillemets, qui pour moi avait, même sur le marché du travail, même s'il est un peu archaïque, a plus de valeur. Mais c'est peut-être... Ça dépend. Donc, ça dépend dans quoi, bien sûr. Ça dépend. C'est vrai que si par exemple, tu es un dev de génie, tu vois, tu es un gros geek, on s'en fout. T'as quitté le lycée à 16 ans, tu vois. Et le mec, il passe ses journées et ses nuits dans sa chambre à développer pendant 5 ans, puis il arrive, il a 21 ans. Qu'est-ce que tu sais faire ? Moi, j'ai fait ça, regardez. Tac. Oh, putain, tu peux faire la démonstration concrète de ce que tu sais faire. Mais même sans rentrer dans la caricature, hein, tu recrutes un dev, il te montre juste son book. Oui, il peut avoir fait n'importe quelle école, quel type de projet vous avez développé, sur quel langage. Et puis tu peux avoir fait ça en autodidacte, on s'en fout des études que tu as fait. Exactement. Mais c'est pour ça, ça dépend vraiment du type de boulot. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Donc maintenant, ça suffit que tes questions. Non mais il va falloir arrêter maintenant parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'animosité dans ce podcast et là tu commences ça peut casser les couilles Hugo. C'est pas possible. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense, mais c'est vrai que je ne conseillerais pas quelqu'un. D'ailleurs j'ai eu une discussion avec mon fils, il a 17 ans maintenant, et lui il me disait ouais j'aimerais bien faire les decks parce que bon, donc on habite à Lille, donc cette année, parce que l'année prochaine on va déménager en Thaïlande, mais lui il ne sait pas encore s'il vient tout de suite ou plus tard, parce que bon il a sa copine, il a ses amis, etc. Puis 17 ans c'est un âge important. Bien sûr. Et donc juste à côté de Lille, donc t'as les decks, donc t'as 2 EDEC, hein, t'en as à Lille et t'en as à Nice, donc c'est parmi je crois que c'est le top 3 des meilleures écoles de commerce. Et donc évidemment c'est vrai que c'est un magnifique campus, un peu à l'américaine, etc. C'est top, tu vois. Alors, c'est 15 000 balles l'année. Et lui, il me dit, ça serait quand même bien de faire ça, papa, etc. Et je lui disais, mais encore une fois, ça dépend pourquoi faire. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton diplôme de l'EDEC ? Parce que c'est pas que je veux pas donner 15 000 euros, mais bon, 50 000 balles, c'est pour faire quoi ? Parce que si c'est pour finalement, mais tu sais, j'aimerais bien devenir entrepreneur aussi, moi aussi, c'est normal, tu vois, quelque part qu'il ait aussi cet exemple-là à la maison, et tu te dis, en fait, moi, j'aimerais bien faire ça. Oui, mais si c'est pour devenir entrepreneur, ça sert à rien de faire l'EDEC. Fais entrepreneur. Fais entrepreneur, passe à l'action. Au fond de toi, si tu veux même, je te donne un petit budget. Tu vois, plutôt que donner 50 000 d'école, tu passes 15 000 tu peux te former, tu peux lancer des business et tout. Je te paye des formations, tu te formes, tu te casses la gueule, tu te prends des gifles, tu vois, et bien tu te formes, tu passes à l'action. C'est ça être entrepreneur. Même s'ils crament des sous dans des échecs, c'est exactement le même deal que dans une école de commerce. Tu deals contre de l'expérience. C'est ça. Et tu avanceras beaucoup plus vite, à mon sens, que des cours recrachés. Alors oui, c'est vrai, à l'EDEC, tu auras peut-être des cours sur la gestion administrative et financière qui sont intéressants, mais c'est des choses que tu peux avoir après. Et puis je dirais même, t'emmerdes pas avec ça. Toi, concentre-toi sur ton business, tu donnes ça à ton comptable, et tu vois, et c'est lui qui verra, quoi. Ou à ton juriste. Je trouve même que les écoles de commerce sont assez paralysantes quand tu veux entreprendre dans des business à cash flow, j'entends, pas dans les startups où tu veux lever des fonds, mais les gens qui font des écoles de commerce avec qui j'ai pu échanger au cours des 5 dernières années, ils sont toujours hyper impressionnés de ce qu'on fait. Et je dis, mais c'est fou que vous soyez impressionnés à ce point. Il fait, non, mais il me parle de trucs. Je fais, mais les gars, mais attendez, on vous ment. Hein. L'entrepreneuriat, c'est pas du tout aussi galère que ça. Hein. Je veux dire, oui, il y a des choses à savoir, etc. Mais effectivement, on leur met tellement de notions, tellement d'administration, tellement de théorisation, de trucs à concevoir pour monter une boîte, que forcément, t'as pas du tout envie d'en faire une. Enfin, tu te dis, mais non, mais c'est trop compliqué. Il y a trop de trucs à penser, etc. C'est un chantier infini. Alors que non, faire une boîte, c'est mettre un pied devant l'autre. C'est ça. Et encore, et encore, et encore. un peu la gueule et te relever. Et voilà, et puis ça monte. Ouais. Et puis tu galères, puis des fois, du coup, tu retombes. Et puis tu réessaies. Non, c'est aussi con que ça. C'est pas une question de théorisation de tel truc, de marketing, c'est comme si... Non.
C'est juste, c'est simple, t'as un truc à proposer, des gens pour l'acheter. Et tous les business, c'est ça. Est-ce que ça peut jouer quand même, encore une fois, là, tu vois, que je reviens sur le réseau. Je pense que c'est peut-être le seul vrai intérêt. Si par exemple, tu sors de l'EDEC, tu as une idée de start-up, encore une fois, tu veux révolutionner le monde de je ne sais quoi, tu vois. Tu te dis, tu as quand même un réseau de gens qui pourraient potentiellement investir avec toi, qui pourraient mettre de l'argent dans ton projet, qui peuvent y croire. Et le fait aussi même, quand tu présentes ton business plan, par exemple, pour aller chercher des fonds, c'est peut-être plus sérieux de dire j'ai fait les decks. Oui, non mais c'est ça. Genre de promo, ça je suis bien d'accord avec toi. Les business à levée de fonds, c'est important. C'est école de commerce. Tu vois, mais même parce que du coup on est paumés. Ceux qui n'ont pas fait d'école de commerce, même moi ça fait 5 ans, 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Les business à levée de fonds, j'ai toute la théorie parce que j'ai parlé avec des gens qui mais c'est obscur pour moi. C'est obscur la manière dont ça se déroule, etc. Et que là par contre quand je parle avec des gens qui font des écoles de commerce, c'est beaucoup moins obscur pour eux que pour moi. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc de l'initié. Typiquement, les levées de fonds, on en parle quand même sur YouTube, etc. Il y a quelques personnes qui vont... Mais c'est pas beaucoup traité, quoi. Ce qui est intéressant, je pense, en école de commerce, pour avoir discuté pas mal avec Valentin. Donc, Valentin, si tu me vois, je te passe le bonjour. Donc, Valentin, c'est un entrepreneur qui est un e-commerçant que j'ai rencontré, qui vit à Lille, que j'ai rencontré par l'intermédiaire de Benjamin Chevillon, donc qui est on va dire un expert Google Ads. Donc Benjamin, pareil, je te fais la bise si tu vois cet épisode. Et Valentin, il était en plein milieu je crois en 2e ou en 3e année d'école de commerce, en 2e je crois, et il cartonnait déjà dans l'e-commerce, tu vois. Il cartonnait déjà, donc je l'ai rencontré, j'étais même étonné, je pensais qu'il était... je m'étais dit, il est jeune, mais il est e-commerçant à temps plein, pas du tout. Il était en école de commerce. Et finalement, tu vois, je me dis, il a passé encore 3 ans supplémentaires, et ça me paraissait même interminable. Il dit, alors... encore l'année prochaine, alors encore, c'est pas encore fini ça. Mais je me dis, mais quelle galère, parce qu'il devait suivre ses cours, faire ses stages, ses machins, et en même temps, il gérait son business, tu vois. Et aujourd'hui, il a fini. Mais finalement, je me dis, il aurait pu arrêter largement avant. Par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, il continue donc à être entrepreneur dans le e-commerce et tout ça, et ça fonctionne bien. Il a eu aussi une très grande... il a des très grandes connaissances aussi dans le monde des crypto-monnaies, il a sa chaîne, etc. Même si je sais qu'il a un peu ralenti ça pendant le bear market pour se reconcentrer sur le e-commerce, mais ça marche très bien. Et donc il aurait très bien pu arrêter 3 ans avant sans aller au bout. Alors comme il disait, non mais bon, mes parents ont déjà payé, je suis déjà en 2e année, je vais aller au bout. Tu vois. Il y a un truc de noblesse aussi autour de tout ça. Il y a un truc de noblesse aussi. La seule chose intéressante qu'il me disait, c'est qu'il a donc fait des simulations de montage de boîtes au sein de l'école. C'est un peu comme faire du trading avec un compte démo, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, on va te simuler, on va te donner, entre guillemets, non pas des moyens financiers, mais des moyens, des conseils, des profs qui vont t'expliquer comment faire, etc. Tu vas pouvoir monter, tu as même certaines personnes qui montent déjà des vraies marques au sein de l'école. Au sein de l'école, bien sûr. Donc, bien sûr. Voilà, je pense que ça, c'est intéressant quand même. Ouais. Mais ça dépend encore ce que tu veux faire après. Donc, je pense qu'honnêtement, si tu as 50 000 € à mettre, mets-les dans du Solana en ce moment. Je sais pas si tu as vu. Là, ceci n'est pas un conseil financier. C'est pas un conseil financier, mais là, avec ce qui s'est passé hier pour la demande d'entrée du Solana dans un ETF, je pense que là, c'est plus intéressant de mettre 58 balles dans du Solana là, maintenant. Enfin bref. Non, c'était pas un conseil financier, évidemment. Mais en tout cas, je pense que moi, je suis plutôt partisan d'être un vrai autodidacte qui passe à l'action et qui se mange des gamelles et puis qui réussit au bout du compte, quoi. Et qui, putain, mais quelle fierté aussi quand tu réussis et que justement, tu t'es pas tapé toutes ces années d'études. Grave, moi, je suis très très fier. Voilà. Par contre, je suis assez partisan quand même de faire ses années lycée, de passer son bac. Oui. Tu vois, tu as des connaissances de culture générale bien sûr. très importantes. Par contre, tu vois, là, on parle d'école de commerce. Moi, je pense qu'on parle du haut du panier. Maintenant, si vous vous lancez dans des études de sociologie pour devenir un bon gauchiste, fuyez. Fuyez. Il faut se perdre votre temps. Sans déconner. C'est pas des études, ça. Donc, ça n'apprend que dalle. Vous n'avez rien à l'issue de ça, quoi. Si vous êtes... on embrasse tous ceux qui sont en études de sociologie. On vous embrasse, quittez vite ce navire troué et puis devenez entrepreneur, encore une fois. Si c'est ce que vous voulez faire à la finalité, tu vois. C'est pas des études sociaux ou... Alors, après, tu as des études concrètes. Tu vois, quelqu'un qui est... Tout gamin qui a déjà l'ambition de devenir avocat, médecin, vétérinaire. Ah, de toute façon, on crache pas sur les études tout court. Évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Et si tu fais tes études pour devenir vétérinaire, il va au bout de tes études et il faut bosser. Donc, mais tu as une finalité déjà depuis que tu es gamin, peut-être. Tu vois, tu as des convictions, tu te dis, mais plus tard. C'est ce truc, effectivement, c'est pour devenir entrepreneur, il n'y a pas un chemin d'études qui fonctionne mieux
que de faire direct. Exactement. En gros, c'est ça le message. Parce que oui, voilà, c'est pour ça que la question, elle était un peu bâtarde tout à l'heure, c'est pour être salarié cadre, est-ce que l'école de commerce c'est bien? Même ça, on n'est pas sûr. Il y a débat. Mais donc, pour être entrepreneur, le discours que j'entends tout le temps, c'est non, mais je fais mon école de co et je me lance dans l'entrepreneuriat. À chaque fois, c'est une croyance qu'il faut déconstruire, quoi. C'est pas le chemin le plus rapide. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Il y a de l'entrepreneuriat, on en dit, donc les levées de fonds, etc. Oui, mais c'est le seul, quoi. Tous les autres formes d'entrepreneuriat, c'est plus rapide par l'autre chemin. Par contre, c'est pas le chemin le plus confortable, hein, l'autodidacte. Surtout au début, quand tu as 18 ans. C'est parce qu'il n'est pas confortable qu'il est efficace. Ouais, bien sûr. Comme bien tout sûr. dans la vie, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Quand tu t'épuises à la salle de sport et que tu sors de ta zone de confort et que tu dis tiens, je vais faire du crossfit, tu vas en chier des ronds de chapeau, tu vas transpirer, tu vas souffrir, mais au bout de quelques mois, tu vas voir la différence, tu vas dire putain, je suis devenu une bête, quoi. C'est clair. Donc oui, c'est le chemin est pavé de souffrance, quoi. Mais c'est aussi ce qui fait que la réussite sera plus belle et plus satisfaisante encore. Hein, vous n'aurez pas l'impression d'avoir volé. Tout à fait. Je suppose qu'on arrête là parce que je commence à être en sueur là. Très chaud. Alors, si vous voyez l'image, je ne sais pas du tout si ça se voit, mais on transpire pas mal. Puisqu'il fait chaud dans ce bureau, il n'y a pas la climatisation. On n'est pas en Thaïlande, c'est incroyable. Non, mais à Paris, c'est le problème à Paris, c'est le problème à Paris. Quand il fait froid, on n'est pas équipé. Quand il fait chaud, on n'est pas équipé non plus. C'est un peu déprimant. On est équipé pour 20 degrés. Voilà. Et puis, plus ça va, moins il fait plus cette température. Il fait toujours soit au-dessus, soit en dessous. C'est vrai. Ok, bah écoutez, merci en tout cas de nous avoir suivis. Si vous êtes arrivés jusqu'au bout de l'épisode, n'hésitez pas. Non, c'est pas n'hésitez pas. N'hésitez pas à quitter votre job et devenir riche grâce au e-commerce. Abonnez-vous à la chaîne, likez cet épisode, mettez en commentaire si vous avez des questions précises sur lesquelles vous voulez qu'on réponde, des conseils, des sujets que vous voulez qu'on aborde. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, partagez cette chaîne, ça nous motive à continuer. On a quelques invités à venir qui seront intéressants également prochainement dans les semaines qui viennent. Donc voilà, Hugo. Et puis en description, vous trouverez tous nos liens, réseaux sociaux, nos autres chaînes YouTube, nos services, blablabla, nos liens d'affiliation pour soutenir la chaîne. Si vous vous lancez sur Shopify, passez par le lien dans la bio. Si vous voulez lancer votre boîte, passez par le lien dans la bio. Et sinon, nous, on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao tout le monde. Allez, bye. Bisous.